Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Le Premier ministre Patrick Hachi prend part aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale aux États-Unis. Hier jeudi, le chef du gouvernement et sa délégation se sont rendus à l'Institut Brookings, institut spécialisé dans l'analyse économique, pour y rencontrer son vice-président, Brahima Coulibaly. On en parle en ouverture de cette édition. Début d'indemnisation des nouveaux impactés du projet du métro d'Abidjan. Ils ont entamé les négociations et les signatures de certificats de compensation liés à leur indemnisation. Ces mesures concernent les personnes enregistrées dans la base de données de la cellule d'exécution du plan d'action et de réinitialisation. Au Burkina Faso, les assises nationales débutent ce vendredi pour 2 jours. Les différents représentants des couches socio-professionnelles sont invités à participer à cette rencontre qui vise à mettre sur pied une nouvelle charte de transition. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour et merci de nous suivre. La première dame Dominique Ouattara prend ce vendredi part à 2 cérémonies à Toumoudi. La première au groupe scolaire Dominique Ouattara de Toumoudi. Il s'agit du lancement de la caravane de distribution de 15 000 kits scolaires aux écoliers de Côte d'Ivoire. Dans l'après-midi, à partir de 14h30, au stade de Toumoudi, la première dame procédera à la remise de chèques du fonds FAFSI aux femmes de Côte d'Ivoire. Le FAFSI, qui est cette initiative mise sur pied pour soutenir les femmes dans leur épanouissement, leur développement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le chef du gouvernement, Patrick Hachi, nous le disions à l'instant dans les titres, séjourne en ce moment aux États-Unis. Il conduit une délégation ivoirienne dans le cadre de la tenue des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Hier jeudi, il a rencontré le vice-président de l'Institut Brookings, Brahima Coulibaly, institut spécialisé dans l'analyse économique. Sur le sens de cette rencontre, les précisions de nos envoyés spéciaux à Washington, Adama Kéré et Kéré Adama. Après 2 années d'accalmie, la capitale américaine Washington retrouve ses couleurs de ville mondiale de l'économie avec les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI. Ce jeudi matin, il pleut sur Washington, mais la météo économique semble réconfortante pour la Côte d'Ivoire. Ce dont il s'agit, c'est un peu l'environnement mondial que nous jugeons un peu critique, parsemé vraiment de beaucoup d'incertitudes. Mais dans ce contexte, nous pensons que la Côte d'Ivoire se débrouille assez bien parmi les meilleurs pays à forte croissance. Alors donc, il y a de quoi féliciter le gouvernement, féliciter la Côte d'Ivoire, mais surtout, il faut penser à comment consolider cet acquis. C'est donc à dessein que le Premier ministre et sa délégation ont frappé à la porte du Brookings Institute ce jeudi matin, seulement quelques heures après leur arrivée. Nous visitons régulièrement cette institution pour savoir sur le moment quelles sont les grandes tendances de l'actualité du monde, aussi bien au niveau économique, technique, politique, stratégique, mais également surtout quelle est leur vision sur ce que le monde deviendra au cours des mois et des années à venir. Et au moment où nous arrivons à Washington et où nous allons avoir des discussions extrêmement importantes avec les hauts responsables des institutions partenaires au développement qui sont ici, il était important que nous venions pour savoir quel était l'état de la situation vu par une institution indépendante. Nous venons d'avoir un entretien extrêmement enrichissant qui nous a donné des pistes, de réflexion, mais également des réponses à des questions que nous avions. Ayant pris le pouls de la situation économique mondiale, la délégation ivoirienne peut alors dérouler son programme fait de participation aux assises et de rencontres de haut niveau avec les institutions de Bretton Woods. Compte rendu signé Adama Koné et Kéré Adama. Le centre culturel Jacques Aka de Bouaké accueille depuis hier des journées qui se donnent pour objectif de repositionner l'économie de la région de Bouaké. L'initiative est de la Chambre de commerce et d'industrie, promotrice des journées économiques pour la 2e édition de ces rencontres d'affaires de promotion des potentialités des régions. L'on a enregistré la présence du ministre des Transports, co-parrain. Les précisions de Léon Brou. Ils sont des secteurs formels ou informels. Les acteurs nationaux et internationaux de l'économie au chevet de Bouaké, expositions, rencontres B2B, formation, panel, communication. 2 journées d'écoute du secteur privé local et de promotion des potentialités de la région à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie. La levée de toutes les formes d'obstacles et autres abus entravant le bon déroulement de l'activité économique.
la reconstitution des secteurs moteurs et du tissu économique et industriel en favorisant les investissements et en facilitant l'installation de nouvelles entreprises dans la région. Va donc s'améliorer le développement des infrastructures de soutien aux entreprises, la fluidité routière, la sous-traitance industrielle, l'accès aux marchés publics, les activités commerciales, touristiques, hôtelières. Le maire de Bouaké et le ministre du Transport, lui-même coparrain des journées économiques de Gbeke, saluent donc les efforts de la Chambre de commerce et d'industrie et ceux de l'État. Au cours de la dernière décennie, sous l'impulsion du chef de l'État, beaucoup a été fait et entrepris pour créer en Côte d'Ivoire un environnement très favorable au secteur privé à travers l'adoption de réformes majeures. De 2016 à 2021, le secteur privé a contribué en moyenne à 4,7 points de croissance sur un taux moyen de croissance de 6,2%. Officiellement ouvertes ce jeudi, les journées économiques de Bouaké vont clore ce vendredi. Leurs travaux débutés le 11 octobre dernier sur le thème « Quel partenariat entre le secteur privé et l'État pour la relance de l'économie de Gbeke ?» Et deuxième titre de ce journal, les nouveaux impactés par le projet du métro d'Abidjan ont entamé les négociations et les signatures de certificats de compensation liés à leur indemnisation. Ces mesures concernent des personnes enregistrées dans la base de données de la cellule d'exécution du plan d'action de réinitialisation. Les nouveaux impactés des 3 bâtiments de Port-Boué au nombre de 425 et tous les autres impactés non encore enregistrés dans cette base de données sont appelés à se faire recenser. Souleymane Denisangui, Abou Sanogo. Le processus d'indemnisation pour la perte de bâtisses et de logements au profit du projet métro d'Abidjan a démarré avec la signature des certificats de compensation des nouveaux impactés de Port-Boué. Depuis ce matin, les papes viennent, les papes signent. Ils viennent, on leur présente le montant d'indemnisation. On leur demande leur avis, on leur montre les PV pour recueillir un peu leur avis et autres. Et elles sont d'accord, elles signent les PV, les certificats de compensation. Juste après, quand les papes finissent de signer au bureau des négociations, on les envoie vers les assistants sociaux qui sont à la porte 11. Nous sommes chargés de recueillir les informations en lien avec les PAPS. Quand ils ont fini de signer leur certificat, elles viennent ici, nous les enregistrons. Voilà. Cela en vue de pouvoir faire le suivi de la réinstallation sur le terrain après. L'inquiétude des habitants de la commune de Port-Boué était grande au sujet des travaux prévus pour la construction de la ligne de métro. Les populations se disent maintenant rassurées, eu égard au bon déroulement du processus. Nous sommes venus, nous avons constaté des faits. Donc j'invite les uns et les autres à se rapprocher de la CEPA. J'ai été reçu, ils m'ont fait signer mes documents dans très peu de temps. Je serai recontactée pour venir récupérer mon chèque. Et ma propriétaire aussi a été reçue, elle est satisfaite du montant qu'on lui a proposé. Sur 13 000 familles impactées par le projet, plus de 7 000 ont déjà été indemnisées. Cette étape, ça consiste à recevoir la population, lui présenter son bâti impacté et lui présenter les expertises qui ont été faites dans le cadre des dédommagements. Si le montant leur convient, en général, ils signent. Il y a beaucoup qui ont signé, il y a très peu de réclamations, mais en général, ça se passe très bien. Au total, 7 communes sont concernées. Les autorités ont prévu des plans d'indemnisation pour aider les familles à se réorganiser afin de faciliter leur réinstallation. Les agents de la Direction générale des impôts sont formés sur les logiciels comptables de référence CARI et SAP, une formation organisée en collaboration avec le programme d'appui à la gestion économique et financière, le PAGEF. Les précisions de Jean-Luc Mambo. S'il est vrai que la fonction comptable s'est progressivement informatisée, l'utilisation de certains logiciels reste pour certains professionnels une difficulté. Cette formation initiée par la Direction générale des impôts vient donc à point nommé pour ces contrôleurs fiscaux. Ça nous permet de raffiner nos techniques de contrôle, ça nous permet de maîtriser ce que nous allons contrôler. Et en maîtrisant cela, nous pouvons faire le contrôle adéquat. La formation concerne 68 agents, dont 66 commis à la vérification de la comptabilité des entreprises. C'est aussi bon pour les entreprises que pour l'administration, pour ne pas qu'il y ait de diversions. C'est aussi bon également pour l'entreprise dans le sens où, en comprenant bien comment ces filiales financières ont été élaborées,
ça permet de mieux orienter les contrôles et de ne pas trop les surcharger. Cette formation s'inscrit surtout dans le cadre des réformes des finances publiques, notamment le renforcement des régies financières pour une mobilisation efficiente des recettes budgétaires. Des formations comme celle qui nous réunit ce matin devraient certes permettre d'accroître le niveau de connaissance des agents d'une façon générale, mais et surtout de développer leurs compétences sur les états financiers produits par les contribuables, notamment les grandes entreprises ayant recours aux logiciels comptables suscités. Sahari et SAP, ce sont principalement ces deux logiciels comptables que les apprenants seront outillés pour exploiter dans le cadre de leurs travaux de vérification à l'issue de leur formation. Et 3 écoles de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro ont obtenu l'accréditation CTI, Commission des titres d'ingénieur, pour les diplômes de cycle ingénieur. Il s'agit de l'école supérieure d'agronomie, l'école supérieure des travaux publics et l'école de formation continue et de perfectionnement des cadres. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue jeudi à l'antenne de l'INPHB de Cocody. L'INPHB, Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, renforce son image d'excellence à l'international. 3 écoles de l'Institut, notamment l'école supérieure d'agronomie, l'école supérieure des travaux publics et l'école de formation continue et de perfectionnement des cadres, possèdent désormais l'accréditation CTI, Commission des titres d'ingénieur. Une reconnaissance européenne délivrée à l'INPHB au regard du cadre d'apprentissage, de la qualité de l'encadrement et du taux d'insertion professionnelle de ces diplômés. Dans notre plan d'orientation stratégique, nous avons ce dispositif d'amélioration continue. Il était important que nous puissions nous comparer aussi à l'environnement international, national et régional. Et donc dans ce cadre de l'internationalisation de notre formation, que nous avons demandé la labellisation effectivement CTI. La commission des titres d'ingénieur est chargée depuis 1934 d'évaluer toutes les formations d'ingénieurs, de développer la qualité des formations et de promouvoir le métier d'ingénieur en France et à l'étranger. La labellisation de l'INPHB par cette commission vient renforcer sa crédibilité et offre de belles perspectives à ses diplômés. Au niveau des étudiants, et ça facilite leur insertion professionnelle parce qu'il y a des entreprises même qui établissent des critères d'évaluation sur la base de la reconnaissance des diplômes. Et au niveau aussi des entreprises, ça les rassure que nos diplômés ont des connaissances conformes aux normes internationales. Avec cette accréditation, ça donne une certaine sérénité, une certaine assurance. Et donc les élèves pourront aller partout sans aucune crainte. La reconnaissance CTI a été attribuée à l'INPHB en juin 2022 pour une durée de 3 ans, au terme de laquelle l'Institut sera à nouveau évalué. Seule l'École nationale de statistique et d'économie appliquée NCA et l'INPHB possèdent aujourd'hui l'accréditation CTI dans l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Un reportage de Khalil Diomandé commenté pour vous par Didier Nguessan. Et puis sachez également que les acteurs de la filière coton ont la peur au ventre pour cette campagne. Une maladie qui s'attaque aux plantations menace leur production. Il s'agit du jacide, un insecte qui s'attaque aux plantes. Notre reporter Ami Sissoko a rencontré des producteurs de l'or blanc dans la région de Korogo. La majorité des plantations sont touchées par ces insectes. Et il est clair que cette attaque va jouer sur le rendement national à la fin de la campagne. Notons également que lors de la campagne 2021-2022, la Côte d'Ivoire a affiché plus de 539 623 tonnes. La campagne précédente était de 559 483 tonnes. Le résumé de ce reportage ce soir, à suivre ce soir dans nos éditions. Et puis à suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier jeudi 13 octobre 2022 19 nouveaux cas de Covid-19 sur 435 échantillons prélevés, soit 4,4% de cas positifs, 18 guéris et 0 décès. À la date du 13 octobre 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 87 509 cas confirmés, dont 86 624 personnes guéries, 826 décès et 59 cas actifs. Le nombre total
total d'échantillons est de 1 635 249. Le 12 octobre 2022, 148 444 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 20 197 915 doses du 1er mars 2021 au 12 octobre 2022. On change de sujet à présent pour parler cette fois de culture et surtout de récompenses. Les groupes vainqueurs de l'édition 2022 de Varietoscope, Nouvelle Vision du Woroba, a reçu une ambulance et des équipements pour l'hôpital général et des dons numéraires, le tout estimé à 113,5 millions de francs CFA. La cérémonie de remise de ces dons a eu lieu à la direction générale de la RTI en présence du ministre de la Communication, de la ministre de la Culture, qui représentait le Premier ministre, Franck Quadio. Après l'effort, le réconfort. Le slogan prend du sens. Nouvelle Vision du Woroba, le grand vainqueur de Varietoscope, émission phare des vacances du groupe RTI, reçoit le gros lot. Cette ambulance, un don du parrain de l'émission pour la seconde fois consécutive, le Premier ministre Patrick Hachi. Il s'agit d'une ambulance. C'est pourquoi, au-delà du prix qu'il représente pour nous, c'est un outil qui permettra, et j'en suis convaincu, de sauver de nombreuses vies. Des mots de reconnaissance des forces vives du Woroba s'exprimant au nom de tous les bénéficiaires, car le second groupe n'a pas été oublié par le parrain. Le Diego Renaissance de Diego Nefla reçoit aussi une ambulance. C'est un sentiment de joie et de fierté. Et ressortir deuxième avec une ambulance, c'est vraiment une grande satisfaction. Et on remercie encore le Premier ministre. Coût des engins, 50 millions de francs CFA pour le premier et 44 millions pour le second. Le directeur général de la RTI affiche la satisfaction du média public. Pour les vacances 2022, les différents supports de la RTI ont offert à la population et surtout à nos jeunes énormément de programmes de divertissement, de loisirs, ce qui a permis d'avoir des vacances heureuses, des vacances qui ont permis d'allier l'agréable et l'utile. Aujourd'hui, c'est l'occasion, mesdames et messieurs, de rendre un hommage mérité à l'ensemble des équipes de production. Un média public qui obéit à son triptyque informer, éduquer et divertir. L'autorité de tutelle renchérit. Varietoscope est, au-delà de la récompense des talents, une lucarne porteuse de sens. Ce don, de notre point de vue, au-delà de l'émulation qu'il crée chez les jeunes qui viennent compétir, est une reconnaissance au travail d'accompagnement que nos collectivités locales font afin de soutenir les groupes de jeunes qui ont su tenir en haleine pendant plusieurs jours, des semaines même, je dirais, des milliers de spectateurs et téléspectateurs. Elle a représenté le Premier ministre depuis la finale du 24 septembre confrontant 5 groupes. Françoise Remarque, ministre de la Culture, souhaite une collaboration plus hardie avec la RTI pour mieux valoriser nos faits et pratiques traditionnelles. Elle a de plus, au nom du parrain, félicité l'engagement de la jeunesse. Au nom du parrain, au nom de tout le gouvernement, je félicite toute la jeunesse de Côte d'Ivoire qui est au cœur du programme du gouvernement. Cette jeunesse s'est mobilisée autour de ces groupes et a fait preuve dans l'ensemble d'une discipline et d'une détermination exemplaires. La jeunesse est notre pilier pour une Côte d'Ivoire solidaire et performante. Des lauréats fiers de rentrer dans leur localité avec l'ambulance acquise de haute lutte. En attendant, les autres lots, dont un centre de santé et des numéraires, portant la cagnotte totale pour le premier à 113 500 000 francs CFA. Varietoscope a 37 ans d'existence et est cette année à sa 23e édition. Rappelons que l'émission a démarré le 9 juillet dernier. Et encore une fois, félicitations aux vainqueurs de cette édition. 34 officiers de police ont été formés sur les violences basées sur le genre. Objectif de cette formation, renforcer leurs capacités dans ce domaine afin de mieux lutter contre ces pratiques irrespectueuses des droits de la femme et favoriser une meilleure prise en charge des victimes de violences basées sur le genre dans les commissariats. Formation initiée par l'ONG Club Union Africaine et l'ambassade du Canada. Khalil Diomandé, Sephora Zeki. 34 officiers issus des bureaux d'accueil genre des 17 commissariats du district d'Abidjan réunis pour renforcer leurs capacités en matière de violence basée sur le genre. À cette formation, l'ONG Club Union Africaine et l'ambassade du Canada entendent doter ces policiers des rudiments nécessaires pour une meilleure prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Depuis 2012, les bureaux d'accueil genre fonctionnent.
Donc de 2012 à 2019, on a remarqué que ces bureaux-là ne fonctionnaient pas véritablement vu la recrudescence des cas de violence basés sur le genre. Et aussi les forces de police aussi manquent de formation et d'accompagnement adéquat pour pouvoir accueillir les victimes de violences basées sur le genre. C'est tous ces constats-là qui ont suscité l'émergence de ce projet. Donc c'était vraiment important que nous soyons à ce séminaire. On va d'abord chercher à savoir qu'est-ce qu'est violence basée sur le genre, quelles sont les différentes typologies de violence basée sur le genre, pour que sur le terrain nous soyons plus efficaces. Le respect du genre et la protection de la gente féminine étant inscrits au rang des priorités du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le représentant du ministre de tutelle félicite la mise en œuvre de ce programme. Ce n'est pas normal qu'une femme qui est victime donc de VBG ne soit pas assistée, ne soit pas écoutée, ne soit pas accompagnée par l'autorité. Parce que le ministre a voulu que ce genre de violation des droits de l'homme ne soit plus légion dans le district d'Abidjan. La formation est importante. Elle est importante parce qu'elle nous permet de régler un certain nombre de problèmes. Pas définitivement, mais de mettre les femmes en confiance. La formation se tient sur 3 jours. Les modules exploités sont entre autres la prise en charge multisectorielle et juridique des cas de violence et l'utilisation des réseaux sociaux comme moyen de plaidoyer et de dénonciation pour lutter contre les violences basées sur le genre. Direction la commune de Yopougon à la faveur de la Journée internationale de la fille célébrée chaque année le 11 octobre depuis 2012. Une conférence a été animée cette année par la Direction de l'égalité et de l'équité du genre du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation en partenariat avec le contrat de désendettement et de développement C2D. Cette conférence publique a porté sur les inégalités du genre dans l'éducation. Quelles solutions pour leur réduction? C'était au lycée des jeunes filles de Yopougon. Sephora Zeki. Dans plus de 2/3 des pays du monde, l'on dénombre 15% des femmes parmi les diplômés en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Aujourd'hui, 1,1 milliard de filles sont prêtes à affronter l'avenir. Chaque jour, elles franchissent des obstacles en s'attaquant à des problèmes tels que le mariage des enfants, les inégalités en matière d'éducation, la violence entre autres. Les jeunes filles de Yopougon ont choisi le slam pour dénoncer ces maux. Moi, je ne suis en aucun cas le sexe faible. Je peux faire tout ce qu'ils font, je peux faire tout ce que les hommes font. Alors, non, je ne suis pas le sexe faible. La scolarisation de la jeune fille, un impératif pour l'AFD. À travers le contrat de désendettement et de développement C2D, l'Agence française de développement finance cette conférence publique pour donner la parole aux jeunes filles à l'occasion de la Journée internationale de la fille. Nous avons préconisé plusieurs solutions, au nombre desquelles la promotion de lycées scientifiques de filles, la création de centres de formation dédiés aux filles. Si ces solutions sont adoptées et mises en œuvre, ces inégalités se réduiront progressivement jusqu'à leur suppression totale. Yardjouma Kone, le coordonnateur du C2D, a traduit tout l'intérêt qu'il accorde à la scolarisation de la fille à travers l'appui financier apporté. Nous sommes en train de recruter des ONG. Ces ONG-là vont sensibiliser les familles. Ces ONG vont sensibiliser les enseignants, les directeurs des écoles, de sorte que les inégalités de genre soient réduites. Anastasie Kakou, représentant la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, insiste sur le choix du thème. La cellule familiale doit aussi jouer sa partition, car malheureusement, elle demeure le lieu de naissance des préjugés sexistes. Les enfants naissent tous égaux en potentiel, qu'ils soient filles ou garçons. Il n'y a donc ni de matière, ni de métier ou d'emploi réservé. Le 19 décembre 2011, l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré dans la résolution 66/170 le 11 octobre, Journée internationale de la fille. Un concours vient d'être lancé par la Société de communication digitale et médias en ligne, le concours Miss 2.0, un concours qui a pour but de faire la promotion du leadership féminin et de l'entrepreneuriat social auprès des jeunes filles. Pour cette 3e édition, les candidates devront se démarquer au cours du challenge, mais aussi faire appel au vote du public, puis défendre leur projet social face à un jury. Prunella Soumou, Franck Quadio. Miss 2.0. Un concours qui fait la promotion du leadership féminin et de l'entrepreneuriat social. Valorisant les compétences et la créativité, Miss 2.0 mobilise plus de 5000 candidates et suscite plus de 3 millions de votes lors de sa 2e édition. Alors, quelles sont les valeurs du concours Miss 2.0 ? Elles sont toutes simples. Il faut savoir qu'elles reposent sur la valorisation du leadership féminin
Comment est né Miss 2.0 ? On peut dire que c'est né d'un constat. C'est vrai qu'on en avait assez de voir tous ces concours qui jugeaient les femmes sur leur physique très superficielle. Et chez Miss 2.0, on est à contre-courant de tout ça. On veut vraiment mettre en avant les femmes telles qu'elles sont pour leurs compétences et vraiment valoriser l'intellect féminin. Avec AGIA, un projet social portant sur l'autonomie de la jeunesse, l'éducation et la santé mentale, Patricia Yoma remporte la 2e édition. Elle se dit édifiée par son expérience. Miss 2.0 nous a très bien encadrés. Les membres du jury intervenants étaient triés sur le volet, experts dans leur domaine, tous des domaines différents qui nous ont apporté des leçons de vie et de leadership très importants. On nous a aussi permis d'acquérir des compétences en gestion de projet, comment monter son projet de A à Z et lui donner plus d'impact. Une initiative que le ministère de la Communication et de l'économie numérique apprécie. Depuis 2 ans, je crois, le ministère de la Communication apporte son appui institutionnel au concours Miss 2.0. Et nous encourageons toutes ces initiatives-là qui concourent à améliorer l'environnement du numérique en Côte d'Ivoire. Être âgé de 20 à 30 ans et titulaire au minimum du baccalauréat, sans oublier un projet social à fort impact, sont les critères retenus pour cette 3e édition. Au terme de celle-ci, la gagnante remportera un chèque de 15 millions de francs CFA, un véhicule et une bourse d'études. Et loin des chemins qui mènent à ce concours de beauté, sachez que la première édition du Salon de téléphone et des applications mobiles se tiendra à Abidjan du 15 au 17 décembre 2022. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse. Le STAM, en abrégé, est un cadre d'échange qui réunira tous les acteurs du secteur des logiciels et applications, des téléphones et du design. Khalil Diomandé, Jean-Marc Djadji. Du 15 au 17 décembre 2022, la capitale économique ivoirienne abritera la première édition du Salon des téléphones et des applications mobiles STAM. Cette tribune inédite réunira des ingénieurs, des développeurs d'applications, des entreprises de vente de téléphones autour des questions d'innovation et des nouvelles tendances mondiales en matière de technologie. Le numérique s'utilise avec un équipement et c'est cet équipement-là qu'on voulait mettre en valeur. Il n'y a pas de numérique sans équipement. Et nous parlons des équipements déjà, qui est le téléphone. Voilà. Donc c'est le premier salon des téléphones et des applications mobiles. Les marques de téléphones qui sont sur le marché viennent faire les présentations et après on verra comment développer aussi au niveau de notre continent et la Côte d'Ivoire. On fonde de grands espoirs en ce salon qui ne reste pas au stade d'un salon qui simplement met en interaction des gens. Raison pour laquelle à chaque édition va être instauré un livre blanc qui va un peu engranger l'ensemble des idées des intervenants qui ne seront pas les moindres. Et à la suite de ça, nous allons mettre par écrit l'ensemble des décisions et des propositions pour penser à un avenir bien meilleur à court et à long terme. Le STAM se veut également être une aubaine d'incitation à la création des produits Made in Côte d'Ivoire. Notre objectif aussi, c'est de donner l'occasion à ces personnes qui ont des talents mais qui n'ont pas pu réussir avec les majors de venir s'exprimer. Nous devons commencer à produire nous aussi avec des applis faits par des jeunes Ivoiriens, de jeunes Africains qui seront vendus aux États-Unis, ailleurs. Cette première édition du STAM, selon les organisateurs, accueillera plus de 30 000 visiteurs avec près de 150 stands d'exposition. Le thème retenu, impact social et économique des applications mobiles et des téléphones. En sport, après la visite technique du stade de Yamoussoukro, les différents chefs de projet du COCAN se sont rendus hier jeudi sur le site de Bouaké, où ils ont pu apprécier les commodités offertes par cette enceinte. Samuel Medj. C'est sous escorte policière que les équipes opérationnelles du COCAN ont fait leur entrée dans le stade de Bouaké. À première vue, l'équipe d'experts le considère comme le plus commode des stades pour l'instant en Côte d'Ivoire. Les chefs de projet se sont déployés avec aisance, conduits par les équipes de l'Office national des sports, ONS. Côté santé, on apprécie la construction de l'héliport, commodité de transport qui n'existe pas encore ailleurs. C'est satisfaisant d'avoir cet héliport au stade de Bouaké. L'héliport va permettre toute évacuation d'urgence par hélicoptère pour envoyer les victimes dans les différents centres de santé. Côté vestiaire et autres dispositifs d'accueil des équipes, c'est la satisfaction pour l'équipe d'experts du COCAN. Nous aurons des vestiaires qui seront équipés aux normes de la CAF. Nous aurons tous les éléments pour que nos équipes soient à l'aise dans nos vestiaires. Nous, services aux équipes, nous nous attelons à superviser et à voir que tous nos besoins sont pris en compte.
La 4e visite technique du COCAN s'est achevée à Bouaké, à la grande satisfaction des responsables du COCAN qui ont apprécié le travail des différentes équipes techniques dépêchées sur le terrain, avec dans le viseur la réussite de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Et dans l'actualité internationale, le Burkina Faso en assise nationale pour lancer une nouvelle transition. Ce qu'il faut également savoir concernant cette actualité, c'est que ces assises nationales débutent ce vendredi pour 2 jours à Ouagadougou. Les différents représentants des couches socio-professionnelles sont invités à participer à cette rencontre qui vise à mettre sur pied une nouvelle charte de transition. Donc, ces rencontres qui vont se dérouler donc pendant 2 jours dans la salle des banquets à Ouagadougou se tiennent 2 semaines après le coup d'État qui a renversé le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Et c'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Toutes nos excuses pour la qualité de la voix. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.